aucun bébé ne sortira de ta bite de femme. Alors, il a pas l'air d'avoir tout compris. Quand on dit qu'un homme peut accoucher, on parle des hommes trans. Donc en fait, non, aucun bébé ne sortira jamais de ma bite de femme. Par contre, un bébé peut sortir d'un vagin d'homme. C'est ce que je vous ai dit quand je vous dis qu'il est bête. Si vous ne l'avez pas vu passer, je me suis, il y a quelques mois, fait attaquer par le terrible Modin Malin. Voilà, Modin Malin a décidé de faire 2 vidéos sur ma gueule parce que moi-même j'avais fait une vidéo sur la sienne. Donc en soi, c'est plutôt de bonne guerre. Donc, c'était il y a quelques temps. Sur le coup, j'y ai pas réagi parce que, flemme. La vérité, flemme. Mais en fait, je suis retombé dessus cette semaine un peu par hasard. Et je l'ai lancé, voilà, je l'ai regardé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va regarder ça. Et concrètement, j'ai trouvé plein de trucs à dire. J'ai trouvé plein de petits machins assez intéressants dont j'aimerais bien parler. Alors, petit détail, pour le coup, Modin Malin a react à ma propre vidéo plusieurs mois, quelque chose comme une dizaine de mois, je crois, après que je l'ai publié. Parce que si vous ne le saviez pas, j'ai effectivement, il y a de ça une éternité maintenant, putain. Enfin, j'ai l'impression que c'était une éternité, c'était vraiment mon tout début de carrière. Si vous allez sur la chaîne de Best of de La Fange et que vous descendez tout en bas, parce que bon, à la base, c'était ma chaîne de Best of. Si vous descendez tout en bas, vous allez recommencer à avoir des vieilles vidéos. Voilà, lui, il a react à cette vidéo-là. C'était ma première vidéo sur Wadawala. Alors, ça a vieilli. C'était en octobre 2024. J'avais pas beaucoup d'XP à l'époque. J'avais surtout pas un très bon matos. Voilà, en termes d'image et de son, c'était pas ça, genre, attention. Qui fait du troll d'extrême droite, y a pas de fond. Voilà, c'était moins bien. Donc du coup, lui, il s'est dit, tiens, cette meuf qui se filme en 144p, de façon un peu maladroite, est-ce que j'irais pas lui défoncer sa gueule? Bon, libre à lui, écoutez, de se lancer là-dedans. Et du coup, moi maintenant, ça va faire plus d'1 an, quasiment 1 an et demi, j'ai pris pas mal d'expérience. Et donc je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire une espèce de truc un peu rétrospectif, quoi, concrètement. Parce que genre, on va voir à droite tard qui réagit à une vieille vidéo de moi, et on va voir ce qu'on a à en raconter. Est-ce qu'à l'époque, je disais des conneries, ou est-ce que je disais pas trop de conneries? La réponse... Maintenant, Je me suis encore fait clasher, ça ne s'arrête plus. Et je me suis fait clasher par un trans. ah, bon, on commence sur du gros mégenrage. Encore. Je sais pas pourquoi, mais les trans adorent me clasher. Bref, encore une fois, on va bien s'amuser. Non, en règle générale, on aime bien clasher les débiles, mais... Alors il y a pas longtemps, j'ai vu un film. C'était What is a Woman de... Ça doit pas t'arriver souvent. Non mais dis donc, pourquoi tu dis ça? Ah, il se vexe! Regardez-le, il est tout vexé! Ça c'est dommage parce qu'il n'y a aucun développement ici. Pourtant ça aurait été vachement intéressant de savoir d'où vient ce présupposé comme quoi je regarde pas beaucoup de films. Même si, en réalité c'est vrai. Ah, donc déjà, on commence sur un 3e œil, tout le monde. Donc bon, j'ai dit, il mate pas de film, ça lui a pas... Et j'avais raison, j'avais juste littéralement raison. J'en ai regardé énormément, plus jeune, mais j'en regarde très peu aujourd'hui. Et très honnêtement, le wokisme y est pour beaucoup. Le cinéma, c'est vraiment un art totalement gangréné par l'idéologie. Et j'en peux vraiment plus, ça m'est insupportable. Le manque de diversité des opinions, des propos dans le cinéma actuel, ça le rend terriblement homogène, prévisible, très peu intéressant. Bref. Et alors ça, du coup, pour le coup, c'est la preuve que y a un flagrant manque de culture par manque d'intérêt, tu vois. Dans le sens où, pour le coup, idéologiquement parlant, le cinéma, ça a jamais été aussi divers qu'aujourd'hui. Dans le sens où, en fait, ce que lui pense être la neutralité, etc., c'est l'idéologie dominante. Lui, ce qu'il aimerait bien, c'est que tous les films soient, entre grosses guillemets, neutres, mais en fait, concrètement, ça correspond à une idéologie dominante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ouin parce qu'aujourd'hui, il y a des relations qui sortent de l'hétéronormativité, donc des relations lesbiennes, des relations gays, voire parfois des personnes trans dans certains films. Eux, ils partent du principe que c'est terrible, que voilà, c'est un véritable problème, et ils ne se rendent pas compte que depuis qu'on est tout petit, on est baigné dans la propagande hétéronormative, littéralement. C'est-à-dire que non, désolé, il n'y a pas genre les relations normales et les relations pas normales, etc. Non. Depuis qu'on est petit, on nous balance à la gueule des kilo-octets de propagande hétéronormative en mode, voilà, les hommes et les femmes sont complémentaires, donc 2 hommes, 2 femmes peuvent pas vraiment l'être. Tu sais, ce genre de truc qui parfois passe un peu inaperçu parce que tu te dis, bon, c'est quoi le problème à dire que les hommes et les femmes sont complémentaires? Bah, sur le coup, tu t'en rends pas forcément compte, mais t'en as énormément. Genre, la plupart des rom-coms, par exemple, sont littéralement construites sur l'idée d'un amour romantique qui n'est pas neutre.
qui a une idéologie qui est derrière, qui s'appelle du coup l'hétéronormativité, qui est quelque chose qui a été structuré historiquement. Mais ça l'intéresse pas. Parce que lui, c'est surtout l'idéologie quand il la voit qui trouve que c'est un problème. Alors qu'il y a énormément de films où il ne voit pas l'idéologie, parce que pour lui, voilà, c'est juste neutre, je crois. Alors que si, c'est de l'idéologie. C'est juste que l'idéologie du status quo passe inaperçue. C'est catastrophique. Que ce soit d'ailleurs le cinéma mainstream ou le cinéma indépendant, des choses plus underground, etc. Pourtant, j'avais adoré, plus jeune, les films de Greg Araki, par exemple, queer, trans, machin, etc. Ça avait quand même vachement plus de gueule quand c'était underground. En fait, quand il représentait vraiment quelque chose de rebelle, de marginal. Aujourd'hui, le subversif, il est du côté des conservateurs. Et ça me bute de rire. Parce que c'est factuellement faux. Genre, tu regardes les paniques morales qu'il y a à la télé en ce moment, c'est que des trucs contre la gauche. Les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Trop woke, ça fait scandale. Non, ce serait le conservatisme qui serait subversif. J'imagine que c'est pour ça que CNews, BFM TV, France Info, enfin tout, j'imagine que c'est à cause du fait que maintenant, c'est vraiment être conservateur qui est perçu comme étant subversif. J'imagine que c'est pour ça que tous les plateaux de CNews sont des plateaux de gros gauchistes. Évidemment, c'est là où tu vois la déconnexion totale du réel, où littéralement tout le PAF, l'entièreté du patrimoine audiovisuel français est intégralement rempli de conservateurs. Ils sont littéralement partout. Tous les journaux, à quelques exceptions près, tu vois, ont viré complètement conservateur. Mais apparemment, c'est être conservateur qui est subversif. Alors que t'es littéralement du côté de tous les puissants de France, de tous les gens qui possèdent les médias, et tu penses être subversif, alors que tu ne fais que répéter exactement la même chose que Pascal Praud. Il est subversif, Pascal Praud, je crois pas, non. Et donc, pour pas trop s'égarer, je vais vous donner un petit peu de contexte. C'est une vidéo que j'avais fait il y a du coup une éternité sur une vidéo de Radio Modin qui parlait d'un film qui s'appelle What is a Woman de Matt Walsh. Et concrètement, c'est un film fait par un facho américain qui essaye de démontrer que les gauchistes, soi-disant, n'arriveraient pas à donner de définition de ce qu'est un homme et une femme, alors que lui, il a une définition très précise dans sa tête. Pour lui, une femme, c'est une femelle adulte humaine. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une définition très, très essentialiste, très, très biologique, qui balaye complètement toute la théorie du genre. Mais en tout cas, je remarque un truc vachement intéressant, c'est que elle a lancé la vidéo sans en avoir en fait aucune idée. Et c'est ça qui est fort avec la gauche internet là depuis quelques années, c'est que globalement tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est du react. Pourquoi ? Parce que ça demande aucun travail. En vérité, ils ont juste à venir parasiter le travail des autres, et c'est donc extrêmement rentable. Et alors ça, c'est marrant. Ça me choque toujours à quel point cette gauche qui se dit anticapitaliste, etc., elle se précipite tout le temps vers les solutions les plus rentables. Plusieurs choses. Déjà, Modin, tu es en train de faire un react. Trou de balle. Non, mais c'est quand même une dinguerie. Et c'est même pire que ça, les gens. Lui, il est pas en live. Parce que je peux comprendre que ça, tu sais, tu te dises, vas-y, faire du react, improviser, c'est plus facile. Et non, c'est pas plus facile, hein. Être capable d'improviser, tenir un propos en direct sans avoir le droit de te planter et devoir gérer ton rythme, c'est d'autres skills que de monter la vidéo à l'avance. Parce que voilà, lui, il est tellement lâche que non seulement il fait pas ça en live, voilà, de peur de peut-être se planter, de peur de se faire contredire par le chat, il montre pas son visage aussi parce que évidemment ça n'assume pas ses idées, il fait exactement comme moi, mais en plus facile. C'est-à-dire que lui il fait du react mode facile. Genre il regarde toute la vidéo en entier, il la découpe, il met ses petits argumentaires, il fait son montage, de façon à être sûr d'être en parfait contrôle de ce qu'il fait, il y a aucune performance, tu vois, genre dans le sens performance live, derrière son truc, c'est même pas du react ce qu'il fait lui, c'est du sous-react. Et d'ailleurs, au passage, cette façon de faire me fait beaucoup penser à le fou allié, mais c'est un autre sujet. Toujours à prôner la quantité plutôt que la qualité. Ah d'ailleurs, Et donc du coup, deuxième chose, ça nous reproche de faire des trucs rentables. Voilà, dans leur vision des choses, les gauchistes, comme on est anticapitaliste, il faudrait que on se flagelle, je crois, et qu'on essaye d'aller vivre dans la forêt, parce qu'il n'a pas compris un truc, c'est que le capitalisme, tu n'y échappes pas en fait. C'est de la survie. Ah, tout le monde vit sous le capitalisme, et donc nous, sous le capitalisme, effectivement, faut qu'on mange. Comme tout le monde. Vu que c'est un système prédateur dans lequel les droits fondamentaux humains qui devraient avoir accès à un logement, de la nourriture, ce genre de choses ne sont pas garantis, en fait, il faut travailler. Effectivement, Moda. Effectivement. Oh, et tu sais quoi ? J'ai aussi un smartphone. Oh là là, mais alors, tellement d'hypocrisie chez les gauchistes, hein. Désolé, mais non, nous, on n'est pas de vision morale et individualiste, c'est-à-dire que ça sert à rien de toi tout seul sortir du système, et c'est seulement quand tout le monde individuellement sera sorti du système qu'on abattra le capitalisme. Personne pense ça. Enfin, si quelques-uns pensent ça, mais c'est vraiment des débiles. Non, nous, faut qu'on fasse changer le système, et en attendant, faut qu'on puisse en vivre, il faut qu'on puisse vivre correctement. Donc, désolé de pas aller vivre à poil dans les bois en mangeant de la terre.
Pour le coup, ça c'est plus un move de survivaliste et c'est pas vraiment des gauchistes. Les gens qui affirment qu'il n'y a pas de différence entre garçons et filles sont des idiots. Mais là, c'est un homme de paille, mon ref. Personne dans le militantisme LGBT ou même juste féministe ne dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. On dit qu'il y a une différence de traitement Alors aujourd'hui, je dirais pas ça comme ça. et qu'elle est pas normale. C'est pas pareil. Mais se parler racaille, là, mon ref, c'est vraiment la sociologie typique de l'extrême gauche actuelle, façon Banieraz, qui fait toujours très bourgeois qui s'encanaille. En fait, mais c'est Oui, alors que lui, il fait plutôt faux bourgeois. Genre, on voit que c'est un mec qui tente de faire bourgeois alors qu'il a pas forcément la culture derrière. terrible de remarquer à quel point ils parlent tous pareil, quoi. C'est une armée de clones. Mais donc bon, ici on a au moins un sens. C'était en quelle année cette VOD? Alors moi, ma vidéo date de il y a plus d'un an et demi. Et lui, sa vidéo date d'il y a 4 mois. Take raciste de fou? Ah oui, complètement. Il est en mode trop bizarre, elle parle comme un arabe. Même si bon, malheureusement, c'est vraiment très faible. Alors déjà, si, évidemment que si, il existe des militants LGBT qui nient Alors là, vous allez voir, qui va créer une espèce de confusion débile. les différences entre garçons et filles. Des théories comme quoi les enfants seraient des pages blanches. Et alors, c'est là que c'est bête. Dans le sens où, c'est ce que j'essaie d'expliquer moi, c'est que personne ne remet en question le fait qu'il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Et lui, il revient sur le moment de la naissance. Mais alors, c'est pas incompatible. Genre, tu peux très bien dire que non, effectivement, quand un enfant naît, il n'a pas dans la tête l'hétéronormativité, les valeurs masculines, les valeurs féminines. C'est des trucs qu'il va apprendre au fur et à mesure de sa vie. C'est parce que la société va éduquer les enfants, a priori, qu'ils vont finir par se distinguer en hommes, en femmes, etc. Ce genre de choses. Donc, tu peux très bien dire que non, un enfant ne naît pas homme ou ne naît pas femme, parce qu'on ne naît pas femme, on le devient, sans pour autant renier le fait que, de fait, dans la société, genre, la plupart des gens sont perçus comme étant des hommes, ou sont perçus comme étant des femmes, et ça provoque, pour le coup, des différences, comme je disais, des différences de traitement, mais pas que, ça provoque des différences dans toute ta vie que personne ne nie. Et qui considèrent que les différences entre garçons et filles ne sont que des constructions sociales. Et Alors, ça aussi, c'est un peu intéressant. Parce que lui, il dit ce n'est que des constructions sociales. Mais en fait, il faut pas sous-estimer ce qu'est une construction sociale. Je veux dire, une construction sociale, c'est pas juste un truc qui vogue comme ça dans les éternités. Genre, la théorie de la gravitation universelle est une construction sociale. Toutes les théories scientifiques sont des constructions sociales. Je veux dire, la démocratie est une construction sociale. La République française est une construction sociale. Les frontières sont des constructions sociales. Genre, il y a quand même énormément de choses qui sont très concrètes, qui sont des constructions sociales. Donc de dire c'est juste des constructions sociales, bah non, hein, c'est quand même pas rien d'être une construction sociale, genre. Ça a un vrai impact. C'est pas juste un truc qui flotte de manière théorique. ça, c'est un discours qui a tendance à nier la biologie, donc les différences naturelles entre garçons et filles. Et en fait, à partir du moment où il y a une différence entre deux choses, il est tout à fait normal que ces différences se répercutent sur d'autres domaines. À partir du moment où deux choses ne sont pas identiques, eh ben, il y a des inégalités. C'est comme ça. Et enfin, Voilà, c'est comme ça, c'est défini, c'est pareil. Enfin, t'as plein de contre-exemples à ce qu'il raconte de non, en fait, des choses peuvent être différentes sans se percevoir en compétition l'un avec l'autre. Parce que le concept d'inégalité, profondément, c'est ça, c'est qu'il y a un truc au-dessus et un truc en dessous. Et désolé, mais de penser que la différence, par défaut, induit de la hiérarchie, c'est pas quelque chose qui est si évident que ça, en fait. or, il faut savoir que le militantisme féministe, notamment, il se base en grande partie sur le mythe, justement, de l'inégalité salariale. Et alors ça, c'est fort. Déjà parce que c'est pareil, c'est un homme de paille. Non. On ne se base pas uniquement sur le soi-disant mythe de l'inégalité salariale. On parle plus généralement d'inégalité homme-femme. C'est-à-dire qu'en fait, même si on vivait dans une France dans laquelle les hommes et les femmes, à compétences égales, à formation égale, tout ce que tu veux, étaient payés exactement de la même façon, il y aurait toujours les femmes qui s'occupent de tout le ménage à la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de toutes les tâches d'éducation, qui s'occupent de énormément de choses à la maison, par exemple. Et ça, tu vois, genre la double journée, etc., c'est quelque chose de différent de simplement l'inégalité salariale. L'autre truc sur lequel, par exemple, on peut se fonder dans le féminisme, de trucs d'inégalité, je sais pas, c'est peut-être la question du viol. Et encore une fois, sans nier que des hommes se font violer par des femmes, il y a quand même une proportion des hommes avec des femmes qui est assez impressionnante et qui ne dépend absolument pas de l'inégalité salariale. Donc non, on n'a pas construit le féminisme sur uniquement l'inégalité salariale, mais ça fait évidemment partie des dimensions importantes de ce truc-là, surtout que, encore une fois, le mec est convaincu d'avoir d'être ça, en mode, pour lui ça a été débunké, écoutez ce qu'il dit. Qui s'explique en très très grande majorité par des choix libres qui sont faits de la part des hommes et des femmes. Enfin, de toute façon, On va revenir sur ça, mais bon, je me permets quand même de vous montrer les statistiques de l'INSEE. Voilà, l'INSEE, c'est quand même pas les plus gros gauchistes, hein. C'est vraiment de la statistique, hein. Pour le coup, c'est vraiment des gens qui tentent de mesurer, qui se prétendent neutres et tout. Enfin, c'est vraiment pas
du tout des gauchistes. Hein. Alors pour le coup, même ce truc, encore une fois, c'est qu'une dimension du féminisme, hein, c'est une dimension parmi d'autres, mais non, l'inégalité salariale existe encore aujourd'hui en France, hein, je suis désolé de le dire. Ça c'est le réel, c'est factuel, c'est le lourd réel. Hein. Le lourd réel fait que, effectivement, on a gagné 8% entre 95 et 2024 sur les inégalités hommes-femmes qui ont diminué. C'est vrai qu'il y a une baisse des inégalités hommes-femmes au niveau du salaire, mais ça existe toujours en fait. Donc du coup, alors lui, il m'accuse de faire des fake news, donc on va compter les siennes. Ça déjà, c'est une fake news. Le fait que l'inégalité salariale aurait disparu, que c'est débunké, c'est absolument faux. Et ensuite, du coup, lui, il va nous expliquer que la raison pour laquelle il y aurait donc des différences hommes-femmes, ou par exemple, voilà, l'écrasante majeure partie des leaders, en règle générale, que ce soit des dirigeants politiques ou des dirigeants d'entreprise, sont des hommes, ne s'explique uniquement que par le choix libre. Alors, ça s'observe absolument partout où s'exprime le patriarcat, mais ça peut pas être structurel. C'est forcément le choix libre des personnes, dans leur individualité, qui les pousserait à faire des choix. Parce que donc, lui, il pense vraiment qu'on vit dans un univers où il n'y a pas de contraintes pour les femmes. Ce qui est complètement ouf. Et d'ailleurs, il va revenir un peu plus tard sur l'école, on va en parler justement. C'est un truc qui a été débunké dans tous les sens, et pourtant, il y a encore certaines militantes qui arrivent à mettre ça en avant. Quoi. Et c'est d'ailleurs justement précisément pour nier le fait que ces soi-disant inégalités entre hommes et femmes sont issues de choix et non de contraintes que sont nées toutes ces théories du sexisme systémique, etc. Il y a quand même moins d'un siècle, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Hein. Et le capitalisme avait déjà quand même bien pris racine, tu vois, dans le monde. Donc déjà, on est quand même parti, je dirais, en termes d'accumulation de capital, avec un petit défaut, avec un petit déséquilibre. Tandis que quand même, genre pendant très longtemps en France, il y avait littéralement des lois qui interdisaient des trucs aux femmes. Des lois contraignantes, qui certes aujourd'hui ont disparu, mais qui ont quand même laissé des traces. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on écrit un truc sur papier que ça devient instantanément réel et véritable. C'est complètement fou de penser ça. C'est vraiment une négation totale de l'histoire de notre propre pays que de penser que les femmes n'ont jamais été contraintes. Genre, il y a 60 ans, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire. Je sais pas ce qu'il lui faut. Et c'est pas parce que maintenant elles ont un compte bancaire que c'est bon, tout est réglé, hein. C'est vraiment genre de la pensée, mais extrêmement simpliste. De penser que voilà, c'est bon, ça a été résolu dans la loi. Donc c'est bon, tout est pardonné, tout est terminé, tout est finito. Mais c'est beaucoup plus compliqué, hein. Ce discours extrêmement biaisé, il a souvent tendance à oublier tous les privilèges et les avantages exclusivement féminins. Petit rappel comme ça, 95% des sans-abri qui sont des hommes, ce qui s'explique par le fait que les femmes sont davantage protégées par l'ensemble de la société que les hommes, et qu'elles ont Oui, aussi parce qu'une femme à la rue, elle meurt beaucoup plus vite. aussi un comportement moins à risque que les hommes. On rappelle aussi quelque chose qui est quand même essentiel et pourtant très peu mis en avant par les féministes, tant ça contredit leur discours, c'est que les femmes vivent plus longtemps et en meilleure santé que les hommes. C'est absolument pas contradictoire avec notre discours. Environ 6 ans de plus que les hommes. On rappelle aussi que 3 suicides sur 4 sont commis par les hommes, qu'ils ont aussi beaucoup plus. Non, alors non, il y a autant de tentatives de suicide chez les hommes et chez les femmes, mais les hommes réussissent plus souvent parce qu'ils font des suicides plus violents. Plus tendance à se diriger vers des métiers à risque, vers des métiers pénibles. Ils subissent donc beaucoup plus d'accidents du travail. Plus encore, le taux d'hommes qui, après un divorce, arrivent à avoir la garde de leur enfant, il est 2. Souvent parce qu'ils ont été violents avec l'enfant. Pareil, ça, il y a des statistiques sur pourquoi est-ce que les hommes ont très peu souvent la garde de leurs enfants. C'est parce qu'ils ont soit été violents avec l'enfant, soit avec la mère. Soit c'est basiquement des pères absents ou des pères négligents. 8%. On pourrait aussi parler du fait que pour un même crime, une femme va être jugée moins sévèrement qu'un homme en moyenne, et que d'une manière générale, aujourd'hui, l'ensemble du système scolaire est quand même largement plus adapté aux filles qu'aux garçons. Bah alors ça, faudra m'expliquer du coup pourquoi, quand moi je suis allé en école d'ingénieur, il y avait quasiment que des hommes. C'est marrant ça. Tiens. Désolé, mais quand t'as fait des études supérieures, il y a des domaines qui sont particulièrement masculins. Et généralement, c'est les domaines les plus rentables. C'est les domaines dans lesquels on fait le plus d'oseille. Tu prends même par exemple un domaine typiquement catégorisé par les droitards comme étant un truc féminin, genre la cuisine. Donc, a priori, genre dans leur explication biologisante, ils devraient te dire oui, mais voilà quoi, la cuisine, c'est un truc de gonzesse. Pourtant, l'écrasante majorité des grands chefs cuistots, genre, sont des hommes. Quoi ? Parce qu'en fait, quand tu commences à créer un truc légitime qui te donne du pouvoir sur d'autres gens, bah, hyper souvent, ça va être pris par les hommes. Et c'est vrai à plein de niveaux. Donc, ce truc aussi autour de soi-disant, voilà, l'école serait davantage faite pour les femmes que pour les hommes, faudra vraiment qu'on m'explique. Enfin, moi, par exemple, en études d'ingénieur, j'ai eu des cours pour apprendre à serrer la main. Genre pour apprendre à correctement serrer la main de quelqu'un. On m'a appris ça à l'école, genre. Et ben ça, désolé, mais c'est pas neutre d'un point de vue du genre. À votre avis, comment était perçue une bonne poignée de main
par rapport à une mauvaise poignée de main. Une bonne poignée de main, fallait basiquement écraser la main de l'autre, comme un homme en fait. C'est-à-dire que a priori, de base, sur ce truc de con de serrer les mains, parce que les managers sont parfaitement conscients à quel point comment tu serres ta main peut avoir un impact sur comment les gens vont t'écouter, sur quel contrat tu vas réussir à signer, ce genre de truc, tu vois. Il fallait que la poignée de main soit ferme et virile. Et ça, c'est la norme. Ça, c'est une norme qui est écrite dans aucune loi, qui est écrite dans aucun texte à proprement parler, mais qui est basiquement un truc dont tout le monde est au courant, et c'est un truc de mec. Il n'y a pas besoin que ce soit écrit dans la loi pour comprendre que cette histoire autour de serrer la main, par exemple, et c'est qu'un exemple parmi des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres, tu vois. Les mecs vont avoir plus de facilité que les meufs, mais de façon structurelle, et c'est écrit dans aucune loi, c'est écrit dans aucune règle. Bref, tous ces discours-là sur les soi-disant inégalités de genre, etc., c'est du bidon, c'est limite de la théorie du complot. De la théorie du complot, les gens. Pour lui, l'inégalité homme-femme, c'est de la théorie du complot. Et alors, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur ce qu'il a dit avant, où, soi-disant, le fait de parler des souffrances spécifiques des hommes serait un truc qu'on éviterait de faire dans le féminisme, parce que du coup, ça irait contre notre discours de les hommes dominent les femmes. C'est complètement faux. Et ça, c'est vrai dès Simone de Beauvoir. Effectivement, on n'arrête pas de le dire. Oui, le patriarcat est également un problème pour les hommes. Et c'est des choses qu'on dénonce. D'autant plus que pas mal de choses dont il parle, par exemple les hommes qui se font plus souvent condamner, il a peut-être oublié qu'il y avait probablement peut-être aussi un petit biais raciste à travers ça, à travers cette histoire, où effectivement, c'est pas mal d'hommes qui se font condamner par la justice, mais c'est aussi pas mal d'hommes racisés, et c'est peut-être aussi parce que la justice est un petit peu raciste, hein. Mais bon, ça on va en reparler à la toute fin, normalement, il y a un petit passage sur le racisme. Donc non, nous, à aucun moment, on dit que c'est bizarre que les hommes sont en souffrance. Non, nous aussi on le dit que oui, les hommes ne profitent pas tous du patriarcat, c'est plus complexe que ça. Encore une fois, il va te citer les soldats, comme quoi, voilà, on envoie quasiment que les hommes à la guerre. Bah oui, mais bon, déjà, nous, on est contre la guerre. C'est tout le principe du pacifisme politique. Et non, c'est pas une pensée qui est niaise. Au contraire, c'est une pensée très matérialiste, très concrète sur comment est-ce qu'on fait la paix. Et nous, on part du principe que oui, tous les soldats sont des victimes. Ouais, c'est quelque chose que je continuerai à défendre. Alors oui, c'est des fachos, pour la plupart, mais c'est surtout des victimes. Et c'est aussi des victimes du patriarcat. On cherche pas à libérer seulement les femmes du joug des hommes. Non, on cherche à libérer tout le monde. Et effectivement, le féminisme a un discours autour des souffrances spécifiques des hommes. Peut-être qu'il y a certaines féministes un peu débiles de Twitter qui vont le nier, mais quand t'es un peu sérieuse, c'est quelque chose dont tu parles en fait. Avoir conscience de ça, c'est que tout ce militantisme-là, il se base en grande partie sur un mythe. Le mythe donc de l'inégalité homme-femme qui selon lui n'existerait pas. C'est quand même fou d'en arriver là, hein. C'est quand même fou de penser ça. Genre en fait, c'est un sophisme. C'est-à-dire que concrètement, nous ce qu'on dit, c'est les hommes dominent les femmes. C'est quand même assez réel, tu vois. Genre, c'est difficile de le nier. Genre, ils sont souvent, c'est des gens qui sont souvent dans le bon sens. Bah, il suffit d'observer. Hein. C'est quand même sous nos yeux, quand même, à peu près H24. Donc, il part du principe que juste les hommes dominent les femmes. Or, il va te dire non, regarde, les hommes ont des souffrances spécifiques. Et c'est donc pour ça que y a pas d'inégalité homme-femme. Regarde, si les hommes souffrent et les femmes souffrent, c'est bien qu'en fait, on peut pas dire qu'il y en a un qui domine l'autre, puisque regarde, les hommes ont plus d'accidents de la route. Et ça, c'est 100% un sophisme. C'est pas parce que il y a des différences d'un côté et de l'autre qu'il n'y a pas une notion de proportion. Alors certes, les hommes aussi souffrent du patriarcat, les hommes aussi souffrent du traitement, de la différence de traitement qu'il y a entre les hommes et les femmes, mais ils en souffrent moins, et ils sont quand même dans une posture de dominant. Et ça, il n'est pas capable de le comprendre. C'est-à-dire que lui, son idée, c'est juste de dire, regardez, il y a un contre-exemple où les femmes se mettent mieux que les hommes, regardez, il y a plus d'hommes à la rue, donc il n'y a pas d'inégalité homme-femme. C'est complètement idiot. Parce que c'est pour l'exacte même raison qu'il y a plus d'hommes à la rue que de femmes qui dorment dans la rue, que il y a plus d'hommes à des postes de pouvoir que de femmes à des postes de pouvoir. C'est pour les exactes mêmes raisons. C'est lié à une structure patriarcale. Pourquoi il y a plus de mecs qui dorment à la rue que de femmes ? Mais parce qu'une femme, elle risque de se faire violer. Et aussi, encore une fois, l'espérance de vie d'une femme à la rue est beaucoup plus courte. Donc c'est parce que les femmes vivent davantage de violence que les hommes, qu'elles ne peuvent pas atteindre, enfin qu'elles trouvent toujours des solutions pour se sortir de la rue ou pour essayer de squatter chez d'autres gens, d'autant plus que les gens préfèrent généralement accueillir une meuf qu'un mec chez eux. Et pourquoi est-ce que du coup il n'y a pas de femmes patrons ? Bah, c'est un peu pareil, genre il y a une espèce d'entre-soi de malade dans le patronat, dans le management, dans la bourgeoisie, oui, où elle meurt, qui fait que, bah en fait, pour être à un poste de pouvoir en étant une femme, il faut être capable de tanker énormément de violence
sexiste. Et ça, moi, je peux vous le dire, parce que pour le coup, dans les lores, du coup, ingénieurs, dans lesquels moi j'ai été, bah, concrètement, une femme en école d'ingénieur, elle a une chance vraiment non négligeable de se faire. Ça arrive vraiment très souvent. Et bon, bah, soit t'as les reins solides et t'arrives à tanker et t'arrives à continuer, soit tu peux être traumatisé, potentiellement, genre à vie, et ça peut te faire décrocher tes études. C'est ce genre de choses qui explique aussi pourquoi est-ce que les femmes, elles n'arrivent pas beaucoup à atteindre des postes de pouvoir. Parce que plus tu montes dans les postes de pouvoir, plus il y a que des hommes entre eux, et plus c'est des grosses merdes misogynes. C'est juste une logique de reproduction de violence patriarcale. Et c'est pour ça que nous, c'est cohérent quand on explique que oui, effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes qui dorment directement à la rue. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plus d'hommes que de femmes à des postes de pouvoir. C'est la même raison, la violence. Et le sexe, c'est pas la même chose. Il va lui demander comment est-ce que vous avez. On dit pas vraiment ça non plus, nous. Enfin, genre, il y a des discours chez les trans où on n'est pas en train de dire que c'est différent le genre et le sexe. Hein, nous. Nous, on dit pas ça. Hein. Bon alors, à partir de là, j'ai commencé un peu à comprendre à qui j'avais affaire. C'est-à-dire que là, en fait, ça va être la contradiction systématique. Donc là, je suis désolé, mais faire la différenciation entre le sexe et le genre, c'est vraiment la base du discours sur la théorie du genre. Alors évidemment, il y a peut-être quelques cours. Alors oui, justement, c'est là qu'il est un peu délu, quoi. C'est que c'est vraiment la base, effectivement. C'est vraiment la grosse base. Et c'est vrai que je l'explique pas bien dans la vidéo de l'époque, donc je vais en profiter pour le réexpliquer maintenant. Effectivement, quand tu expliques à quelqu'un pour la toute première fois de sa vie c'est quoi la transidentité, tu peux lui dire, alors du coup il y a le sexe, c'est la biologie, et il y a le genre. Et voilà, du coup, comme ça on peut changer de genre malgré le sexe biologique. C'est ce que tu expliques aux gens qui découvrent ces concepts-là. C'est effectivement la base de la base de la base. Mais exactement comme quand tu fais des études, genre des études littéraires, machin, etc. Tu pars d'un truc qui est très vulgarisé, qui est pas tout à fait juste pour commencer à expliquer des choses. Bah nous c'est exactement pareil. D'abord on explique aux gens la différence entre sexe et genre, histoire qu'ils comprennent un petit peu les trucs de transidentité. Puis après quand tu réfléchis un petit peu plus profondément et que tu regardes un petit peu ce qu'on essaye de dire, nous ce qu'on dit, c'est que le sexe c'est du genre. Parce que dès la façon dont on détermine le fameux sexe biologique des animaux ou de ce genre de choses, c'est aussi un construit social. Et alors je sais que dans la tête d'un droitard de dire quoi, le sexe biologique c'est un construit social, c'est complètement fou, mais qu'est-ce que tu racontes Mais en fait si, désolé, mais même quand c'est de la biologie, c'est quand même de la construction sociale. Quand vous demandez par exemple à un scientifique une définition exacte de ce qu'est un sexe, il n'y a pas de vrai consensus universitaire sur le sujet. Parce que tu peux prendre plusieurs angles. Est-ce que c'est plutôt la morphologie, les organes génitaux? Est-ce que c'est plutôt les hormones? Est-ce que c'est plutôt les gamètes? Et en fait, tu trouveras systématiquement des exceptions dans tous les cas, et il n'existe pas une norme fixe, scientifique, pour déterminer c'est quoi le sexe. De l'exacte même manière qu'il n'existe pas de distinction réelle, scientifique, pour un tas d'autres sujets, où les frontières sont beaucoup plus floues que ce qu'on pourrait croire. Et du coup, en fonction de tes besoins, quand tu fais de la biologie, tu réfléchis pas en termes de morale, tu réfléchis en termes de besoins, bah, tu vas changer ta définition. Par exemple, quand tu étudies la reproduction, bah, tu vas parler surtout des gamètes mâles et des gamètes femelles. Quand tu étudies plutôt le développement d'un individu, tu vas plutôt te baser sur les hormones ou sur ce genre de choses. Mais il n'y a pas une norme fixe et complètement déterminée pour savoir ce qui est un mâle et ce qui est une femelle. D'autant plus que ce schéma, mâle-femelle, bah, en fait, ne correspond pas à l'écrasante majorité des espèces vivantes sur la planète. Là, honnêtement, ce qu'on entend, c'est de la pure mauvaise foi. Là, Ben non, c'est juste que toi tu t'es arrêté au level 1 et nous on est genre au level 50. en gros, elle veut contredire pour contredire. Non, je le pense toujours que sexe et genre c'est très proche, on pourrait dire c'est quasiment la même chose. Mais bon, aujourd'hui je suis un peu plus subtil que ça, je dis ce que je vous ai dit précédemment. Mais non, c'est pas une question d'être contrariane, de chercher absolument à le contredire, c'est vraiment ce que je pense. Très sincèrement. Quitte à raconter n'importe quoi. D'ailleurs, je viens de réaliser un truc, c'est qu'en fait, cette personne-là, je me souviens d'avoir déjà vu quelque part. C'est quelqu'un qui est habitué au bad buzz. C'est bon, je suis de retour. On en Twitch, on Jeff. Alors ça, je voulais garder juste parce que j'adore le montage qu'il a fait. Bref, Bezos, ce sale fils. Oh, et vous savez quoi, Charlie Kirk, que je le... Lui, ta mère, ce fils de... Cancel pas moi. Moi, si tu veux cancel, tu goûtes à la foudre. Comment ça va tout le monde? Comment ça va la... Vous êtes super nombreux. Let's go. Twitch, en fait, j'ai pas besoin de vous pour avoir du succès, bande de... Donc voilà, un individu sain. Oh là là, ça reste le pic clip de ma vie, ce moment quand même. Genre, j'en suis tellement fier. Dans un corps sain, qui ne peut donc évidemment que produire des idées saines. Alors par contre, je vous mettrai pas le lien vers sa chaîne, je vous la nommerai même pas. Alors, du coup, il a dit je vous donnerai pas le nom de sa chaîne, je vous la nommerai même pas, Il y a mon blaze qui a écrit juste là, mon ref, juste là, en haut à droite de l'écran,
il y a écrit en gros troublante acide. Donc je crois que tu as un peu foiré ta censure. Je crois que tu as un peu foiré le fait de ne pas mentionner mon pseudo. C'est un peu raté. Désolé de te le dire. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, il prend son public pour des cons. C'est pas possible. Ou il est lui-même un peu bête. Mais je refuse d'y croire. De dire, je vais même pas citer son nom alors qu'il y a mon blaze écrit en gros pendant 50% de la vidéo. C'est du foutage de gueule. Quand même, je suis désolé. Alors là, on va arriver sur une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce react. Parce que là, je trouve qu'il dit un truc vraiment intéressant. Essayons de prendre de la hauteur. Ça, c'est parce que c'est les Américains, parce que chez les wokistes, ils disent des conneries aussi. Du coup, forcément, ils vont prendre les plus gogoles de chez les wokistes américains et ils vont plaquer ça en mode c'est pareil que chez les wokistes français. Alors que non. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un peu plus d'un an, j'étais à 23 viewers. Là, on est à 300 personnes. Donc, malgré le fait qu'il passe sa vie à dire que je suis pas pertinente, faut croire que, encore une fois, le réel lui a donné tort et que j'ai quand même bien percé. Hein. Désolé, je trouve qu'on est plus basé que les Américains en règle générale sur les questions du genre en fait. Et là-dessus, elle a pas tout à fait tort. Alors pas dans le sens où les woke français seraient plus basés que les woke américains, mais en tout cas dans le sens où il y a vraiment une différence entre la gauche woke française et la gauche woke américaine. Et cette différence-là, selon moi, vous pouvez me contredire si vous voulez, Et attention, je suis d'accord avec lui. je pense qu'elle tient à une seule chose, c'est l'anticapitalisme. Oui, effectivement. D'une manière générale, encore une fois, on va trouver des exceptions, mais le wokisme américain n'est pas anticapitaliste. Ce qui le rend Et c'est tout le problème. d'ailleurs beaucoup plus cohérent que le wokisme à la française. Parce que, globalement, le wokisme à l'américaine, c'est vraiment quelque chose qui pousse à fond à la consommation, qui se base énormément sur le divertissement, etc. Pour le wokisme à Ce qui est un truc que vous passez littéralement votre vie à dénoncer au passage à droite. l'américaine, le capitalisme, c'est à la fois une fin et un moyen. Et puis donc, suite Alors que pour nous, c'est l'origine du problème. Donc on peut pas résoudre le problème en utilisant le truc qui le provoque. à un petit échange avec son chat, elle va nous dire ceci. On va s'arrêter quand même 5 minutes sur ce truc de capitaliste, pas capitaliste. Parce que d'après lui, le fait qu'on soit anticapitaliste rend notre discours incohérent. Alors même que les 3/4 du temps, les droitards nous reprochent, à nous, wokistes, d'être des victimes du capitalisme et que c'est pour ça que, soi-disant, on serait pas cohérent. Il faudrait savoir, on est cohérent quand on est anticapitaliste ou on est cohérent quand on est capitaliste? Je ne comprends pas. Remettons un peu le discours. Pourquoi est-ce que notre pensée par rapport à l'anticapitalisme est cohérent et pourquoi est-ce que nous on pense que être féministe sans être anticapitaliste, ça sert un peu à rien? Parce que concrètement, ce que nous on dit, c'est que précisément les inégalités hommes-femmes, elles sont pas là pour rien. C'est pas juste un délire. Et d'ailleurs, l'hétéronormativité en tant que telle, le truc dont je parle tout le temps, le fait que ça paraisse normal, un couple homme-femme qui fonde une famille qui sera une espèce de petite isola au sein de la société, c'est vraiment pas normal. C'est de la pensée qui est née en fait, qui n'était pas vraiment si présente que ça à l'époque pré-industrielle et qui s'est vraiment imposée à partir de la période industrielle, à partir de littéralement le fait qu'on a imposé le capitalisme. Genre, avant la période industrielle, les normes de genre étaient beaucoup moins présentes. Les normes de genre étaient beaucoup moins importantes, en particulier dans le prolétariat, dans la paysannerie. Les normes de genre, elles ont surtout été importantes dans la noblesse, plus tard dans la bourgeoisie, vraiment chez les classes dominantes, chez les gens qui étaient dans la cour du roi, ce genre de choses. Mais pour les travailleurs, pour les paysans, pour plein de gens, c'était pas le cas. Le travail n'était pas du tout aussi genré qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, nous, on part de ce postulat, on a une analyse historique de l'origine des inégalités qu'on connaît aujourd'hui entre les hommes et les femmes. On a aussi un truc de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont en gros dominées, et concrètement, notre analyse vient du fait que une femme, ça sert avant tout dans le capitalisme à reproduire la force de travail, reproduire la force du travailleur, mais aussi des enfants. C'est-à-dire que la femme est là pour entretenir le mari, pour entretenir sa santé, pour qu'il soit suffisamment en forme pour aller travailler. Elle est aussi là pour créer et éduquer et s'occuper des futurs travailleurs, même si aujourd'hui on a évolué, que la classe ouvrière c'est plus ou moins dissous dans plein d'autres sous-classes sociales qui existent aujourd'hui. On avait besoin des femmes pour produire cette immense quantité de travail gratuit pour permettre le capitalisme justement. Et c'est pour ça que une femme aujourd'hui, on la pense uniquement pour genre enfanter, on pense que sa place elle est à la cuisine, c'est de là que ça vient en fait, toute cette pensée sexiste là, elle vient profondément du capitalisme en tant que tel. Donc non, c'est justement en étant capitaliste et en se basant uniquement sur la consommation qu'on est incohérent en fait. Donc je trouvais le passage vraiment intéressant, et en même temps c'est pas très surprenant qu'un droitard capitaliste libéral comme Maudin Malin, trouve ça plus basé quand des gauchistes sont moins anticapitalistes. Enfin, vis-à-vis de sa façon de penser à lui, c'est pas très surprenant. Mais moi, au contraire, je trouve que précisément, revenir à une analyse matérialiste des rapports de force concrets dans la société et de relier le sexisme au capitalisme, c'est justement
ce qui nous permet d'avoir une analyse cohérente, précisément. Alors que, aux États-Unis, parfois, on tombe face à des contradictions assez fortes. Enfin, ils ont une politique qui est purement liée autour de la question de l'identité, alors que nous, on essaye précisément de dépasser la question de l'identité, parce qu'on la trouve trop individualiste. Salut, c'est la Diane du montage. Et je me rends compte que je fais un raccourci un peu Mario Kart à ce moment-là, donc je me permets de m'auto-corriger. Voilà, ça arrive. Écoutez, lorsque je parle de ça, on peut avoir le sentiment que je sous-entends qu'il n'y avait pas de patriarcat avant le capitalisme, ce qui est faux. Parce qu'en fait, avant le capitalisme, qui est le système qui permet d'exploiter les travailleurs maintenant, il y avait le féodalisme, qui était un autre système qui permettait d'exploiter les travailleurs. Et qu'il y avait également un patriarcat à cette époque-là, qui existait dans le prolétariat, chez les travailleurs, dans la bourgeoisie, dans la noblesse, partout, qui servait également à reproduire la force des travailleurs sous la féodalité. Mais c'est des choses qui ont changé avec l'émergence du capitalisme, la prise de pouvoir de la classe bourgeoise par rapport à la classe guerrière, la classe qui fait la guerre. Lorsque je vous dis ça, ne comprenez pas, il n'y avait pas de patriarcat avant le capitalisme. Simplement, le capitalisme est un nouveau système qui permet d'exploiter les travailleurs, qui a succédé à la féodalité, qui a ses spécificités, et le patriarcat en tant que tel, comme il existe aujourd'hui, existe pour faire fonctionner le capitalisme. Et vice-versa d'ailleurs, dans le sens où le capitalisme ne pourrait pas fonctionner non plus sans sa version du patriarcat à lui. Et d'ailleurs, ce que je dis là, c'est aussi un peu vrai pour le racisme. Il y avait des problèmes avant le capitalisme, simplement le capitalisme les a cristallisés, leur a fait prendre une forme spécifique, et cette forme, elle s'est globalisée. C'est tout le principe derrière de la mondialisation, du capitalisme, de l'impérialisme, etc., etc. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. Il y avait bel et bien un patriarcat et des inégalités hommes-femmes avant le capitalisme, simplement le capitalisme leur a fait prendre une forme spécifique, à certains égards plus violente qu'avant, et surtout c'est normalisé à la terre entière de par aussi la colonisation, l'impérialisme, la mondialisation, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je vous laisse avec Modin malin, qui est super malin, super smart ce mec. Si on parle réellement de personnes qui ont réellement une dysphorie de genre, donc un trouble, et qui sont pas simplement influencées par leur crise d'adolescence, série Netflix et un effet de mode, bref, si on parle réellement de personnes qui sont atteintes d'un trouble, des hommes qui se sentent femmes et vice-versa, ben, y a pas de problème. Et alors, ça pareil, c'est typiquement une take de droitard qui n'a pas compris c'était quoi concrètement le fait d'être trans. C'est pas défini par la dysphorie de genre. Il faut sortir de cette idée-là. Il y a des personnes trans qui ne vivent pas de dysphorie, et il y a des personnes cis qui vivent de la dysphorie de genre. C'est beaucoup plus universel que ce qu'on pense. Exemple tout bête. Tu prends un homme qui est trop petit. Et ben, il va avoir le sentiment que c'est un défaut dans sa masculinité. Il y en a certains qui le vivent de façon extrêmement violente, le fait d'être petit. Hein. Bon, pas tout le monde, hein. Heureusement, il y a des hommes petits qui sont très heureux d'être petits, et tant mieux, tu vois. Mais il y en a plein qui le vivent comme une énorme violence qui remet en question leur masculinité. Une femme qui, par nature, peut avoir, par exemple, de la moustache, ça arrive très souvent. En vrai, il y a plein de femmes qui ont de la moustache, si vous le saviez pas, vivent de la dysphorie de genre. Derrière, il y a des traitements, genre il y a du laser pour se faire laserifier le dessus de son duvet pour plus avoir de moustache. C'est de la dysphorie de genre, et c'est pas des personnes trans, hein. C'est des femmes qui sont des femmes de A à Z et qui vivent pourtant de la dysphorie de genre. Précisément chez les masculins qui se forcent à aller faire de la musculation pour tenter de regagner leur masculinité, il y a aussi un peu de dysphorie, hein. C'est un point commun un peu qu'on a, nous, trans, avec certains gomuscus. C'est que t'as plein de gomuscus qui ont besoin de connaître une transformation corporelle pour pouvoir enfin se sentir vraiment homme. Je suis désolé, mais ça ressemble pas mal à une transition. Alors, ça ne sous-tend pas évidemment toutes les violences que nous on vit en tant que personnes trans, mais sur le fond, ça ressemble pas mal, et pour le coup, c'est vraiment lié à des questionnements autour de la dysphorie. Le truc, c'est que cette condition-là, la dysphorie de genre, elle est rarissime. Elle est rarissime et elle a tendance à s'estomper avec le temps. Mais surtout, elle a été... Alors, encore une fois, c'est pas si rare. La dysphorie clinique diagnostiquée par un psychiatre est effectivement un peu rare, mais en fait, si on devait attendre que les psychiatres nous disent des trucs pour qu'on dise ça y est, c'est basé, on n'avancerait pas vite, hein. Je rappelle quand même que l'homosexualité était une maladie mentale jusqu'à il y a encore 50 ans par les psychiatres. Donc en fait, on va pas laisser des psychiatres définir qui a le droit d'être trans et qui n'a pas le droit d'être trans en fait. C'est déjà des gens qui nous enferment, nous torturent à plein de niveaux depuis des années et des années. Donc on va pas, désolé, on va pas leur faire confiance. On va pas utiliser un terme qu'il y a dans le putain de DSM définir
une identité de genre. On ne va pas faire ça. Totalement récupéré par les idéologues du genre pour dire à peu près tout et n'importe quoi. À commencer donc par la non-binarité et tous ces délires-là. Mais le truc, c'est que la dysphorie de genre, encore une fois, c'est une condition tellement rare que ça ne devrait pas être un problème de société. Et donc, il faut bien comprendre un truc, c'est pourquoi est-ce que les gens en ont marre de tous ces trucs-là? Alors, est-ce que dans le lot, il y a de l'homophobie pure et dure? Oui, certainement. Mais dans leur écrasante majorité, les gens ne rejettent pas tous ces trucs-là par homophobie, LGBTophobie ou je sais pas quoi. Ils le rejettent parce que la propagande est devenue vraiment insoutenable. C'est vraiment trop. La propagande insoutenable, c'est que lorsque tu t'inscris sur un site internet, t'es le choix entre homme, femme et non-binaire. C'est insoutenable. Ah, c'est horrible. C'est genre, lui qui n'est pas contraint. Genre, même si t'as une liste avec 50 choix, lui il peut juste choisir son truc à lui sans problème. Aucune contrainte. Par contre, nous, le fait qu'on puisse avoir le choix lui pose problème. Ça, et je dis pas ça au hasard, je me souviens plus si je l'ai regardé dans les extraits, mais c'est un vrai exemple qu'il donne plus tard dans la vidéo. L'âge de crâne là, sur le LGBTisme, ça a eu des effets catastrophiques. Et ça, je suis un peu d'accord. Sur le fond, je peux lui accorder un poids. Le fait que Netflix, en essayant de draguer les LGBT parce que c'était un peu cool, en effet, des gigacaisses, je trouve que c'est un peu un problème. Déjà parce que, encore une fois, moi je suis anticapitaliste. Donc c'est pas juste à la minute où le capitalisme et la consommation s'adaptent à mon identité que je vais être heureuse. Ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Et je trouve qu'effectivement, moi aussi ça me saoule. Genre par exemple, une série que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, Sex Education. Je trouvais que Sex Education c'était vraiment pas mal. Je trouvais qu'il y avait vraiment un côté intéressant dans la série. Les 2 premières saisons sont vraiment super. Et dans la saison 3, ils ont fait une espèce de truc de queer maxing qui me pète les couilles, quoi. Genre, t'es en mode genre, ah, mais niquez-vous. Enfin, même nous, les LGBT, on en a marre qu'on essaye de nous faire, clin d'œil, regarde, ce personnage a des parents gays. Oui, bon, est-ce que c'est important dans leur développement? Est-ce que vous allez en parler ou est-ce que c'est juste là et qu'on s'en fout? Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je veux dire, nous-mêmes, on n'est pas spécialement heureux quand on voit Coca-Cola, genre quand même une entreprise responsable de beaucoup de saloperies autour de la Terre, hein, c'est quand même Coca-Cola qui a vidé toutes les nappes phréatiques du Brésil, met des arcs-en-ciel sur sa bouteille pour tenter de nous draguer. En fait, nous, on n'est pas comme plein de droitards un peu stupides qui, dès que tu leur mets un drapeau français, ils sont en mode « Ah, prenez tout mon argent !» Et nous, on a un rapport critique à ça, en fait. Ça a un nom d'ailleurs à gauche, ça s'appelle le queer washing, le rainbow washing, le queer baiting, tout ce que vous voulez. Cette utilisation, cette instrumentalisation de la question LGBT qui est faite par les marques pour tenter de vendre plus, pour le coup, c'est un truc qu'on critique. Ah, c'est au Mexique, pardon, pas au Brésil. Pardon, désolé, c'est au Mexique. Et ouais, je suis un peu d'accord, genre, Netflix, on a clairement fait des caisses, ils ont clairement abusé, c'était insupportable à des moments, et on n'a jamais demandé ça. Ça, c'est aussi un autre truc qu'il faut comprendre. C'est que quel militant sérieux LGBT a déjà revendiqué, il faut absolument qu'il y ait des drapeaux multicolores en juin sur les produits de consommation. Personne n'a demandé ça. Par contre, les marques, elles se sont dit, tiens, peut-être ça va mieux faire vendre. Donc elles l'ont fait. Mais c'est pas une revendication politique de la part du corps LGBT. Hein. D'ailleurs, ça, c'est un paradoxe qui embête beaucoup les militants trans. Si c'est pas un trouble mental, pourquoi est-ce que les soins devraient être remboursés ou faire l'objet d'un privilège particulier? C'est complètement con. 2 exemples. Les règles. Les règles, c'est pas une maladie. Les règles, c'est un machin qui demande aux femmes d'avoir des besoins supplémentaires. Genre, par exemple, des protections hygiéniques qui sont remboursées, ou par exemple, l'accès à la pilule, et pourtant, on revendique quand même le fait que ça soit remboursé. Il n'y a pas besoin que quelque chose soit un trouble ou soit une maladie pour qu'on réclame le remboursement. Et d'ailleurs, nous, on revendique la gratuité des protections hygiéniques et des moyens de contraception pour tout le monde. Parce que, évidemment, du coup, il y a aussi des femmes trans, des hommes trans dans le lot, donc il y a des hommes qui ont leurs règles, donc il faut pas que ce soit juste un truc qui soit pour les hommes, que ce soit vraiment pour tout le monde. Pouvoir se faire rembourser des trucs par rapport à ses menstruations, tu vois. Alors, je dis pas que tout le monde a ses menstruations, quand même, faut quand même pas être complètement délu, tu vois. Mais c'est quelque chose que tu peux prendre en compte. Donc, premier exemple qui marche pas, déjà, désolé, mais il y a plein de médicaments, de traitements, de tout ce que vous voulez, qui sont pas liés fondamentalement à des maladies, comme encore une fois les règles, et qui sont quand même remboursés. Deuxième exemple, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de traitements hormonaux pour enfants qui sont remboursés et qui n'ont rien à voir avec la transidentité? Par exemple, quand un enfant a un retard de croissance. Le fait d'avoir un retard de croissance, ça n'a littéralement aucun impact sur ta santé. C'est pas grave, c'est pas un problème. Par contre, tu risques d'être perçu comme un sous-homme. Du coup, on donne des hormones à des enfants pour qu'ils puissent avoir une vraie puberté, quoi, concrètement. Alors que y a aucun enjeu de santé derrière ça. Zéro. D'ailleurs, c'est Ben Never qui a vécu ça.
Il en parle dans une de ses vidéos. Je suis pas la plus grosse bandeuse de Ben Never, mais il en parle. Il parle du fait que lui, il avait une puberté retardée, qui se faisait harceler à l'école à cause de ça, et donc on lui a filé des hormones, de la testostérone, pour qu'il puisse avoir une vraie puberté. Aucun trouble, aucune maladie. La seule raison concrète, c'est qu'il se faisait harceler. Les filles qui ont des pubertés précoces, on leur file des bloqueurs hormonaux. Pourquoi ? C'est un risque pour leur santé, c'est un risque par rapport à un truc que dalle. C'est parce que si une gamine, elle commence à avoir des seins trop jeunes, elle va se faire emmerder, elle va se faire harceler. Voire donc, on évite. Voilà. C'est parce que les mecs sont des putains de harceleurs sexuels qu'une fille qui a une puberté précoce, on va la mettre sous bloqueur d'hormones. C'est pas une maladie, c'est pas un trouble. C'est là, c'est remboursé par la sécu. Ça concerne pas que les trans. Hein. Et si c'est un trouble mental, ok, on rembourse. Mais alors, pourquoi en faire la promotion en permanence, et notamment à l'école ? C'est-à-dire que si jamais tu... Pareil, genre, on fait pas la promotion de la transidentité. Ça, c'est aussi un truc qui est assez stupide. Enfin, désolé, mais comment est-ce que tu veux faire la promotion efficacement d'un truc et en même temps dire tout le monde va se mettre à t'agresser, tu vas vivre des choses horribles, être trans c'est incroyablement compliqué, t'as 4 fois plus de chances de te faire agresser, t'as un taux de suicide qui crève le plafond, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait la promotion de quelque chose. Hein. On ne fait pas la promotion du LGBTisme. Nous on dit juste regardez ça existe. Et a priori plus les gens seront éduqués, moins les gens seront violents, et ça c'est qu'une seule des façons de faire, il y en a plein d'autres. L'éducation c'est un truc à prendre en compte, même s'il y en a plein d'autres. Ça existe donc il faut qu'on en parle. C'est juste ce qu'on dit. Par exemple, un vieil argument qui nous est beaucoup ressorti autour des questions LGBT, c'est que pourquoi expliquer l'homosexualité à des enfants alors qu'il y a sexualité dedans ? Ha 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 ! Et parce qu'en fait, c'est pas de la sexualité, c'est de la relation. On peut aussi parler d'homoromantisme. Désolé de le dire, mais il y a des petits garçons qui tombent amoureux d'autres petits garçons. Et des petites filles qui tombent amoureux d'autres petites filles. Tout comme il y a des petits garçons qui tombent amoureux de petites filles. C'est genre... c'est la base. Donc en fait, non, on n'explique pas aux enfants la sexualité. On leur dit juste que c'est pas un problème. Ils ont le droit d'être amoureux du même genre. C'est pas un délire, woke, je sais pas quoi, tu vois. Va falloir redescendre d'un cran, quoi. ressembles parfaitement à une femme, et donc que tu as l'exacte même proportion de chances de te faire agresser, t'as l'exacte même proportion de galère dans la vie, où genre tu vas être moins bien payé, moins bien traité, on va plus te casser les dans la rue, on va plus te prendre pour une mais vu que t'as une tu peux pas être une femme. Alors en fait, je vais être encore plus dans la défense des trans Ouais, il va me outwalker là, préparez-vous. que toi pour le coup, mais les personnes trans, d'après les chiffres que j'ai pu trouver, elles se font en fait 4 fois plus agressées que les femmes biologiques. Alors après, on peut aussi se demander qui commet ces agressions envers les trans. Mais enfin ça, ce serait pas un très convergence des luttes friendly. Donc, Alors là, il sous-entend, les gens qui agressent les trans, c'est des noirs et des arabes. Je vous propose une petite expérience. On va aller regarder un post de Twitch gauchiste où il me cite, et on va compter le nombre de drapeaux français dans les pseudos des gens, et on va comparer au nombre de drapeaux algériens, ça vous va ? Attendez, on va regarder. On va vérifier qui est violent envers les trans. Hop, Twitch gauchiste. Hop. Ah bah merde, Sardoche, c'est un blanc. Ah bah Cro-Blanc, c'est dans son pseudo. Hop, encore un mec qui a une gueule de blanc. Attendez, c'est Vincent Lapierre. Je sais pas. Enfin, ils ont tous la même gueule de toute façon. Ah voilà, un blanc. Blanc comme le vrai méchant. Drapeau français, fleur de lys. Référence au RN, Jean-Marie Le Pen, blanc, le drapeau français, le drapeau belge. C'est pas exactement les Arabes qui s'en prennent à moi sur Internet. Donc je trouve que sa thèse de « Oh là là, les Arabes sont un danger mortel !» pour les trans est pas tout à fait juste. D'autant plus que moi, de mon expérience personnelle, et je vais en reparler parce qu'il a décidé de me casser les couilles par rapport à un témoignage que je donne plus tard dans la vidéo, donc on va en reparler. Je me suis pas mal fait agresser par des blancs. Pour pas dire, les gens qui m'ont violé étaient blancs. La plupart des gens qui m'ont agressé, y compris dans la rue, c'était des blancs. Pas exclusivement, c'est vrai, un jour je me suis fait emmerder en marge d'une manif, c'est arrivé, tu vois, par un mec racisé. Mais c'est quand même pas la majorité en fait. Hein. C'est quand même pas la majorité. Genre, de penser que y a que les Arabes qui s'attaquent aux trans, c'est peut-être un petit peu oublié. Je sais pas, moi, par exemple... Bah putain, Donald Trump, qui a littéralement fait sa campagne entière, une campagne de suprémacistes blancs, on précise, contre les trans. C'est-à-dire qu'il y avait 2 grands sujets chez Donald Trump, c'était s'en prendre aux trans, s'en prendre aux Mexicains. Donc, comment dire ? Moi, je me sens vachement plus mis en danger par des gens comme Donald Trump que par, je sais pas moi, un mec dans une mosquée. En fait, le vrai danger aujourd'hui pour les personnes trans, c'est le fascisme. C'est pas les vilains arabes, hein. tu parles des trans qui ont un bon passing. Vous avez vu quand même comme je connais mon jargon trans sur le bout des doigts. Le passing, c'est en gros quand personne ne se doute que vous avez été un homme alors que vous êtes une femme, et vice-versa. C'est la transition parfaite. Quand on n'y voit que du feu. Alors juste un truc, hein, mais même avec un excellent
passing, il risque quand même d'y avoir des problèmes au moment de nouer des relations intimes, par exemple, ou de vouloir faire des choses comme procréer, par exemple. Donc non, il y aura toujours des différences qui perdureront. Ça, Procréer. Hein. c'est quand même incroyable de le nier. Le mec est littéralement un clébard. Et d'ailleurs, il y a même quelque chose d'assez cruel dans le fait de mentir aux gens à ce sujet-là. Que techniquement, médicalement, scientifiquement, devenir une femme quand on est un homme, d'un point de vue du sexe, d'un point de vue corporel, c'est impossible. Personne, alors je dis bien personne, n'a jamais dit qu'une meuf trans pourrait tomber enceinte. Hein. Personne n'a jamais promis ça. Hein. Personne n'a dit à une meuf trans, genre t'inquiète pas, après ton opération tu pourras tomber enceinte. Jamais. Mais alors, pour lui c'est un problème, quand tu veux procréer, on lui dit pour les femmes stériles ou pas? Il est au courant que ça existe? Alors ensuite, oui, c'est indéniable hein, que les femmes subissent des choses, des désagréments au quotidien et qui sont propres aux femmes, à commencer par les agressions sexuelles, en les prenant au sens très large, hein, c'est-à-dire de la simple insulte jusqu'aux actes physiques. Ça, c'est factuel, hein, bien sûr. Personne ne va nier ça. Hein. Mais à l'inverse, les hommes subissent aussi des désagréments dans leur vie spécifiquement parce qu'ils sont des hommes. Oui, et ils sont quand même nominants. L'un n'empêche pas l'autre. Ça, vous voyez, c'est vraiment un sophisme. Il est en train de faire croire que son contre-exemple annule ce que je viens de dire, alors que ça peut être la même chose. Tu peux, genre, souffrir du fait d'être aussi un dominant. Ça arrive. Ces discours-là, de gauche, radicale, féministe, trans, etc., ils peuvent pas mener à une société saine. Parce que ce sont des discours totalement déséquilibrés qui, au lieu de chercher l'harmonie, au lieu de chercher à prendre en compte les choses dans leur globalité, dans leur complexité, C'est faux. vont plutôt créer une vision du monde extrêmement manichéenne et simpliste avec les gentilles femmes et les méchants hommes. Et ça, ça peut mener à rien de bon. Non, ça c'est la vision féministe Twitter débile d'une meuf qui croit avoir vaguement compris #MeToo alors que pas du tout. Ici, c'est pas notre line. Hein. Moi, j'ai déjà dit, hein, genre, ok, d'accord, c'est pas, a priori, ça fait pas trop de mal aux mecs, cis, blancs, hétéros, tout ce que vous voulez, d'être misandre. La misandrie, c'est la misogynie vis-à-vis des hommes, pour ceux qui savent pas. Moi, je dis toujours faire bellec à la misandrie, parce que précisément, il y a des hommes trans en fait. Et il y a aussi des femmes trans. Et parfois, il y a des gens qui se permettent d'être misandres avec des femmes trans, donc à faire attention. Et puis pareil, ça c'est un autre truc aussi qu'il a pas l'air de comprendre, que nous on dit dans le féminisme, les femmes aussi, elles sont sexistes. Hein. On dit absolument pas qu'il y a juste les méchants hommes et les gentilles femmes. Ça c'est vraiment une vision manichéenne dégénérique que pour le coup on n'a pas. Enfin, nous on dit que le patriarcat est un problème pour les hommes et pour les femmes, que néanmoins, il y a quand même une position de dominant et de dominé, parce que les deux ne sont pas incompatibles, et d'ailleurs qu'on peut passer de l'un à l'autre. Il développe vraiment rien. Ouais, par contre, il me reproche la même chose. Et ça, c'est un peu la grande hypocrisie de Radio Modin. Il se fout de ma gueule parce que je fais du React en faisant un React. Il se fout de ma gueule parce qu'il dit que je fais trop de généralités sur la droite. Il passe littéralement sa vie à faire des généralités sur la gauche. Et c'est là où, pour moi, vraiment, il se fout de la gueule de son public. Comment tu peux regarder Radio Modin et ne pas te rendre compte qu'il est en train de faire exactement les trucs qu'il critique chez moi? Dans une logique totalement consumériste aussi. En gros, c'est l'argent gagné, les biens matériels qu'elles peuvent s'offrir et les moments de loisirs qu'elles pourront se payer qui sont systématiquement mis en avant comme des symboles de libération ou d'émancipation de la femme. Sauf qu'en fait... Désolé, mais là, il est en train de critiquer ouvertement la vision du wokisme qu'il trouve la plus basée. Alors que moi, justement, je dis que je suis anticapitaliste. Je le dis. Donc pourquoi est-ce qu'il me casse les couilles en me disant, regarde, l'émancipation de la femme, c'est purement capitaliste? Bah, pour des féministes libérales, girl boss, insupportables, peut-être. Mais moi, j'ai une analyse marxiste de la situation, en fait. Donc je dis pas que les femmes vont s'émanciper par la consommation. Je dis que ça, c'est un mirage. C'est une illusion. C'est une promesse qui ne sera jamais tenue. Pareil, on les connaît, hein, les girl boss émancipées. Hein. Souvent, c'est des enfants de bourgeois. Souvent, elles sont blanches. C'est pas n'importe quelle femme qui s'émancipe via le capitalisme, en fait. C'est aussi une dimension du problème. Légué par ces dites féministes, à qui le fera? Certainement pas les odieux droitards, et encore moins les adeptes de l'islam avec qui nos amis gauchistes aimeraient bien se converger la lutte. Parce que, globalement, l'extrême gauche, tout ce qu'elle est en train de faire, c'est de préparer un monde qui risque d'être absolument invivable pour les femmes en Occident. Et ça, c'est vraiment un globi-boulga dégueulasse de ce qu'ils pensent être la gauche. Alors, donc, désolé de le rappeler, mais nous, on n'est pas du côté des islamistes réactionnaires d'extrême droite. Par contre, on pense effectivement que de les discriminer uniquement sur la base de leur religion, c'est des grosses conneries. Ça, on le dit, tu vois. Mais non, hein, désolé, moi, les politiques... J'en ai très bien parlé d'ailleurs de ça. Tiens, vous voulez un très bon exemple de discours que j'ai tenu autour de la fameuse question de ah là là, vous êtes du côté des islamistes alors qu'ils sont homophobes? Allez voir ma vidéo qui sortira cette semaine sur le Sénégal et sur les lois homophobes qui ont été passées au Sénégal, et comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une pensée anti-impérialiste, anti-raciste, tout en critiquant les lois homophobes qui sont votées au Sénégal. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait cohérent, il n'y a aucun problème avec ça. Nous, tout ce qu'on dit, c'est
il faut arrêter de discriminer les gens sur la base de leur ethnie ou de leur religion. Ça veut pas dire on veut absolument convertir la France à l'islam. Personne défend ça. C'est la grande trahison du féminisme moderne envers les femmes elles-mêmes. Alors vous me Ça, c'est de l'homonationalisme, les gens. direz, beaucoup s'en fichent. C'est pas grave si elles font pas d'enfants, parce que pour compenser ça, elles militent énormément pour enseigner leur idéologie à nos enfants, via l'éducation nationale notamment. Et le truc, c'est que vu la direction que ça prend, eh ben, C'est pas ça, c'est vraiment un homme de paille de droite, hein, la féministe qui dit qu'il faut pas avoir d'enfants. Hein. Et moi, je trouve ça très bien de faire des enfants. Faites des enfants, il y a aucun problème. On a besoin d'enfants de gauchistes. C'est vraiment pas du tout mon discours. La vie, c'est magnifique, d'accord. La vie, c'est absolument merveilleux. Moi, il y a ma sœur qui accouche le mois prochain. Je suis tellement heureuse, tellement hâte de voir le petit bout de chou, de le voir grandir. Oui, je vais être tête acide. Ça va être extraordinaire. Je suis tellement heureuse pour elle. Je considère que ma sœur, c'est une féministe. Il y a aucun problème avec ça. Elle a eu un enfant. Il y a aucun problème avec ça. Elle est en couple hétéro. Il y a aucun problème avec ça. Libre à elle. Vraiment, je suis trop heureuse. La vie, c'est magnifique. Je ne défends absolument pas l'idée que les femmes devraient vivre en dehors de la société, qu'il ne devrait pas y avoir de relations homme-femme. C'est complètement idiot. Ça, c'est vraiment du discours ultra minoritaire de féministes séparationnistes débiles dont on se sépare depuis méga longtemps. Enfin, genre, c'est vraiment, on critique ce truc-là, tu vois. Désolé de le dire, mais non. Aujourd'hui, il y a le féminisme français anticapitaliste ne dit absolument pas qu'il faudrait que les femmes arrêtent de faire des gosses. Personne défend ça. Ça reste un homme de paille. Il pourrait critiquer mon discours. Mais vous avez remarqué quand même que les moments où il élabore le plus, c'est surtout sur les takes que je ne tiens pas. C'est-à-dire que les moments où vraiment il argumente, c'est quand il dit « Non mais regardez, à gauche, ils défendent ça !» Et il m'attaque pas moi, hein, là. Il attaque, je sais pas, 4 connasses sur Twitter, peut-être. c'est un devoir en fait d'essayer d'opposer une contradiction, d'imposer le débat, la remise en question. Et en fait, tout au long de la vidéo, il y a un truc qu'elle va répéter, c'est que les gens de droite ne comprennent pas leur logique, ne comprennent pas leurs idées ou leurs... Et ça, je suis vraiment d'accord. Et ça se voit dans son discours. Il a une vision purement individualiste de la société, ce qui l'empêche d'accéder à une vision plus structurelle. Ça, c'est la réalité. Alors que nous, justement, on est capable de voir la problématique individuelle et de voir les dimensions structurelles en même temps. On n'a pas d'essai de choisir entre la responsabilité structurelle et la responsabilité individuelle. Vous voulez un bon exemple de ça ? Danny Caligula. Allez, encore un. Donc on peut parler de sa responsabilité en tant qu'individu, autant qu'on peut parler de comment est-ce que les structures lui ont permis d'être violent, comment est-ce que les structures racistes et sexistes de la société lui ont permis de son propre libre arbitre, de sa propre bonne volonté d'organiser et de perpétrer une campagne de harcèlement sexiste et raciste contre une meuf, contre son ex. C'est possible en fait. C'est-à-dire que nous, on arrive à dépasser, si tu veux, la question de l'individu et de la structure. On est capable d'articuler les deux sans aucun problème. Alors que eux, ils ont une vision strictement individuelle, ce qui fait que quand on leur explique des trucs liés à la structure, ils comprennent pas. Ils sont en mode ah mais attendez, du coup ça veut dire que toutes les femmes dans leur individualité doivent arrêter d'avoir des enfants. Tu sais, on critique l'hétéronormativité, donc ils pensent que ça veut dire qu'il faut arrêter d'être hétéro. C'est complètement con. Il n'est pas capable de comprendre ça. Il a pas les armes, il a pas les outils, il a pas les instruments. Parce qu'ils seraient trop bêtes et que leurs idées seraient trop complexes. Sauf qu'en réalité, non, on les comprend très bien. On connaît même votre jargon, votre rhétorique, etc. La vérité d'ailleurs, c'est que bien souvent, les gens de droite connaissent beaucoup mieux l'idéologie de gauche, notamment parce qu'elle est diffusée absolument partout, que les gens de gauche ne connaissent les idées des gens de droite. Ah ouais, genre sur tous les plateaux télé, ça fait que parler d'abolition, de l'État-nation. Y a que ça à la télé, quoi. Des gens qui disent qu'il faudrait que le prolétariat se révolte, de mettre en place des systèmes autogérés. Enfin, on entend parler de ça, mais tous les jours, quoi. Je veux dire, enfin, vraiment, c'est tellement insupportable. Mais non, désolé, genre, pensez sincèrement que aujourd'hui, la droite comprend mieux la gauche que la gauche elle-même. Alors même que la droite prétend qu'on est en train de vivre aujourd'hui, actuellement, là, maintenant, sous le socialisme, parce que c'est bien connu que la monnaie a été abolie il y a 50 ans, l'entièreté des frais de santé sont remboursés, le droit de se loger, le droit de se nourrir est devenu un droit de l'homme, qui devient la responsabilité du collectif. Oui, on entend ça, mais alors tous les jours à la télé, hein, tous les jours, c'est à théorie de gauche sur théorie de gauche. Hein. C'est pas du tout juste 5 fachos en train de dire de la merde à la télé H24 sur tous les putains de plateaux télé. C'est vraiment le big socialisme. Hein. Non, ce qu'on pointe du doigt, c'est que votre idéologie, votre logique, elle ne tient pas la route. Elle n'est faite que de contradictions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'intellectuels à gauche. Les intellectuels de gauche, leur métier, c'est justement de créer du ciment qui fasse tenir ces contradictions ensemble.
Ça, c'est la meilleure partie. Ça, vraiment, j'adore. Le moment où il justifie que nous, on a des gens sérieux qui travaillent de manière scientifique sur des sujets, ce serait la preuve. On a besoin de construire un truc pour justifier des choses qui seraient pas cohérentes. C'est ouf de dire que à partir du moment où t'as un objet d'étude suffisamment propre pour que des intellectuels puissent le prendre et y réfléchir et construire par-dessus, il se contredit du coup. Il se contredit beaucoup, les gens. Il se contredit vraiment beaucoup durant toute la vidéo. C'est-à-dire qu'il va vous dire qu'il y a qu'à droite qu'on réfléchit, mais que les intellectuels sont à gauche parce qu'il faut justifier des trucs qui sont incohérents. Enfin, c'est vraiment... genre, tu sais, pour lui, la sociologie n'a pas de sens. Tu sais, alors que c'est vraiment une science, avec une méthode scientifique appliquée, intéressante, qui permet d'avoir des vraies conclusions. Mais non, ça permettrait de soi-disant créer une espèce de mensonge presque, pour faire croire aux gens que en fait la réalité serait différente de ce qu'elle est réellement. Ben non, en fait, non, désolé, mais non. C'est comme partout. Si quelque chose est un peu concret, tu peux l'étudier en fait. Ce sont des gens qui répètent, c'est tout. D'ailleurs, elle n'a pas encore vraiment parlé de Ah oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'intellectuels, hein, c'est pour pouvoir avoir juste des slogans, j'imagine. capitalisme, et je sens que ça va pas tarder. D'ailleurs, Alors ça c'est génial. Ça c'est génial. Attends, écoutez cet homme qui a monté la vidéo, s'est enregistré, a tout préparé à l'avance, a mis de côté ses petites études, ses petits machins, qui joue la surprise en mode « Oh là là, je vous parie qu'elle a parlé de capitalisme !» Et juste après je parle de capitalisme. Ah waouh, ah joli troisième œil mon ref. Ah vraiment, il est fort de deviner que j'ai parlé de capitalisme alors qu'il a déjà vu la vidéo et qu'il a monté son truc. Très très fort, hein, très très fort. Encore une fois, désolé les droitards, il se fout de votre gueule ce mec. Hein. être employé. Parce que ces gens, ils réfléchissent pas vraiment, en fait. Ils ont Moi, parler de capitalisme, mais non. que des formules toutes faites, des slogans. Ce sont des gens qui répètent, c'est tout. Vraiment, si vous voulez, on va regarder les commentaires de haine que je me prends de la part des fachos sur Internet. C'est littéralement tout le temps la même chose. C'est tout le temps des gens qui répètent. Genre, l'insulte préférée des droitards en ce moment, nous traiter de Pokémon ou de X-Men. Genre, littéralement, tous les fachos répètent exactement la même chose. Tout le temps. Et lui-même, dans sa vidéo, il tombe dans plein de lieux communs de la droite que les gens ne font que répéter hors boucle. C'est vraiment un truc qu'on peut pas nous reprocher. Alors, attention. Je dis pas qu'à gauche, on est beaucoup plus malin. Hein. La vérité, soyons sincères, soyons honnêtes. Nous aussi, à gauche, on répète les takes qu'on entend. Parce que c'est littéralement ce que fait l'être humain, en fait. C'est-à-dire que l'imitation, le fait de reproduire, comprendre un truc, s'approprier une take, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, justement. C'est tout le principe d'avoir du discours. d'ailleurs, il faut savoir que cette logique-là, elle a été totalement calquée sur la logique antiraciste. C'est faux, c'est totalement faux. On vient de le dire, le patriarcat prédate le capitalisme, le racisme non. C'est un truc qui a été fondé dans le capitalisme, par le capitalisme, pour le capitalisme. On rappelle que le racisme, c'est surtout l'exploitation des non-blancs par les blancs. La xénophobie prédate effectivement le capitalisme. Oui, genre, il n'y a pas fallu attendre le 2e siècle pour commencer à détester les juifs. Mais non, on fait pas un parallèle parfait, il y a des différences, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes luttes, c'est pas pareil, désolé. Alors, il y a des logiques communes, surtout quand on est matérialiste. Comme je vous l'explique très souvent, aujourd'hui, dans le marxisme, on a arrêté de tout analyser exclusivement à travers la simple classe sociale économique, et qu'on voit le genre également comme des classes sociales, c'est-à-dire qui induisent une certaine position dans l'organisation sociale, et donc des privilèges, des inconvénients, ce genre de trucs. De la même façon qu'on voit aussi, de cette exacte même façon-là, la race sociale. Par contre, c'est des trucs qui ont des histoires très différentes, et qui s'expriment de manière très différente. Donc ça, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec moi-même, on va dire, que oui, on peut avoir une convergence des luttes, parce que à la racine du problème, il y a la même chose. Il y a le capitalisme patriarcal raciste. Ce qui, en fait, je fais que me répéter quand je dis ça, parce que le capitalisme ne peut pas être autre chose que patriarcal et raciste. C'est pour ça que, effectivement, il y a une convergence des luttes, et qu'on peut appliquer à des moments des logiques relativement similaires pour comprendre un cas ou pour comprendre l'autre, sans pour autant tracer un parfait trait d'égalité. Nous, au contraire, on essaie de se pencher sur comment est-ce que ces différentes dimensions en termes de classe sociale peuvent s'exprimer en fonction des différentes spécificités, justement. Parce que, encore une fois, vivre du racisme, c'est pas pareil quand t'es un homme ou quand t'es une femme. Par exemple, les hommes arabes se font beaucoup plus contrôler par la police et subissent beaucoup plus la répression policière que les femmes. Les femmes racisées en France vivent toujours un tas de violences particulières, mais
dans le cadre d'une personne racisée, par exemple, le simple fait de dire, genre, voilà, l'égalité s'exprime parfaitement, c'est plus complexe que ça. Et nous, justement, on essaye de comprendre comment classe, race et genre s'articulent. Et exactement pareil pour le handicap. Mais c'est vous qui comprenez pas la différence. Donc vraiment, les influenceurs d'extrême gauche, vous avez vraiment du souci à vous faire avec l'IA. Vous êtes tellement prévisible, vous êtes tellement facilement remplaçable, c'est incroyable. Parce que le coup, c'est à cause du capitalisme, ça nous avait quand même un peu manqué, hein, c'est vrai. Bon bah alors, pourquoi est-ce que je dis que la logique du féminisme actuel est totalement calquée sur les thèses antiracistes? Déjà, parce qu'il se base intégralement sur une logique de domination-oppression. En fait, j'ai l'impression que ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est des luttes qui se co-construisent. Hein. Il n'y a pas le racisme qui s'est calqué sur le féminisme, ni le féminisme qui s'est calqué sur l'antiracisme. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un concept qui émerge d'un côté, on regarde si c'est applicable de l'autre, et puis on voit si ça fonctionne dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne pas, tu vois. C'est la base. Dans les deux cas, on parle de domination et d'oppression, mais qui s'articulent différemment. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Qui vient en grande partie du marxisme, mais aussi sur la notion de discrimination systémique. Donc vraiment, les logiques Quand je pense que tu lui fais lire un livre sur l'afroféminisme, il explose. mises en place ont été reprises à l'identique. Et bien sûr, ces idées de hiérarchie socialement construite, tout qui serait socialement construite. Et enfin, la désignation de l'homme blanc comme le responsable de tous les maux de la Terre. D'ailleurs, il y a la fameuse Kimberly Crenshaw, sur laquelle j'avais fait une vidéo, il y a quelques années, qui rapprochait explicitement les deux avec son concept d'intersectionnalité. Et pareil, hein, ça c'est un autre truc que nous, genre, en fait, de dire que les hommes blancs, cis, hétéros, valides, tout ce que vous voulez, sont dominants dans la société, quand on n'est pas justement individualiste. Et c'est là où vous voyez qu'il peut pas comprendre ce qu'on raconte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est incapable de pouvoir comprendre les takes qu'on peut avoir. Bah, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas grâce à lui, sa responsabilité individuelle en tant que personne, s'il domine les autres. Il y a effectivement une construction sociale historique qui date de plusieurs siècles, qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sont dominants. On dit pas qu'ils sont responsables de ça. Tant plus qu'encore une fois, les femmes également sont responsables du patriarcat. Mais, par contre, ils ont des intérêts objectifs à défendre leurs privilèges. Ça, c'est réel. Ça, je peux quand même le dire. Effectivement, ils ne sont pas responsables en tant qu'individus du patriarcat, les hommes, dans leur individualité. Par contre, ils ont tous des intérêts à le défendre, des intérêts concrets, matériels. Et nous, notre rôle aussi en tant que féministes, c'est de faire en sorte que cet intérêt-là s'inverse. Le problème, c'est que ça, c'est vraiment une récurrence chez les gauchistes. Pour donner l'impression à leur audience que vous êtes en train de dire quelque chose de faux, mais ils sont prêts à renier père et mère. Et toutes leurs convictions et toutes leurs idéologies. Échanger avec un gauchiste, c'est toujours une aventure. Le problème, c'est que c'est toujours la même. Alors d'ailleurs, là, je reviens un petit peu après le montage. En fait, elle revient dessus un petit peu plus tard, avec une analogie avec des crabes. Enfin bon, globalement, ça apporte rien de plus. J'ai parlé de crabification, j'aime bien la crabification. Et je comparais la crabification avec la convergence des luttes. Où en gros, ce que j'explique dedans, c'est que, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer là, quoi, concrètement. C'est que y a cette espèce de phénomène de crabification dans la biologie, où en gros, on se rend compte que plein d'espèces marines finissent par prendre une forme de crabe. Voilà, c'est une observation scientifique. Genre, de fait, il y a à la fois des araignées de mer, même certains poissons, des crabes évidemment, et en fait plein d'espèces qui, sur le plan phylogénétique, n'ont absolument rien à voir avec elles, enfin les unes avec les autres, qui se crabifient, qui deviennent progressivement un crabe, parce que c'est une forme extrêmement optimale pour survivre dans un milieu marin. Et moi, ce que je disais, c'est que les luttes sociales, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lorsque t'as une lutte antiraciste, féministe, etc., qui trouve une analyse ou une méthode qui fonctionne, vu qu'on est tous un peu connectés quand même dans ces luttes-là, en fait c'est des choses qu'on peut échanger les unes avec les autres. Et donc il y a une forme de crabification des luttes, parce que du coup, on finit par comprendre que certaines méthodes valent plus que d'autres, tu vois. Genre par exemple, lorsque t'entends parler du fameux antiracisme moral, et qu'on vient critiquer l'antiracisme moral, qu'on dit qu'il faut arrêter de penser que le racisme c'est que de la haine, qu'on s'en fout de savoir ce que les gens ils ont au fond de leur cœur, parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment est-ce que les rapports de force entre les blancs et les racisés se mettent en place dans la société pour aller plus loin. Moi, c'est une analyse, la première fois que je l'ai entendue, c'était chez les décoloniaux. Et moi-même qui me crabifie dans ma lutte, je me rends compte que, en fait, le féminisme moral, c'est pareil. J'ai exactement la même critique. Parce que, au final, si j'essaie d'être matérialiste de la même façon que eux, moi, je m'en fous de savoir s'il y a des hommes qui, au fond de leur cœur, détestent les femmes. Je m'en bats les couilles, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les conditions matérielles d'existence concrètes qui font que, aujourd'hui, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Et pour expliquer ça, il faut revenir sur l'exploitation, sur le fait que avant tout, avant même de dominer les femmes, les hommes les exploitent. C'est ça qui est à la racine du problème, pour comprendre ce que je raconte. Et donc du coup,
c'est pour ça que je parlais de crabification des luttes, tout le monde. C'est parce que lorsqu'on a des trucs qui fonctionnent bien d'un côté, on regarde si ça fonctionne bien de l'autre, et ensuite on essaye de voir comment s'adapter, faire de la convergence, ce genre de choses. D'où la crabification des luttes. Sans pour autant tirer un trait d'égalité où on est en train de raconter que être noir et être une femme, c'est pareil. Parce que, de toute évidence, non. Ça me semble assez évident, quand même. Enfin, qui à gauche dit c'est la même chose, c'est la même chose. C'est pareil. À l'américaine, qui se différencie du wokisme à la française, c'est dans la vision du capitalisme. Les Américains, c'est des capitalistes. Même quand ils font semblant de palette, c'est pour vendre des trucs. Joker au cinéma, des chanteuses pleines aux as avec leurs robes sur lesquelles il est marqué taxer les riches, etc. Et parce que paradoxalement, l'anticapitalisme, Donc lui, il trouve ça plus cohérent. et surtout cette logique du gentil pauvre contre le méchant riche, c'est un des trucs qui fait le plus vendre. Et ça, Alors ça, pareil, c'est faux. C'est faux. Je vais même reprendre très exactement Marx, qui, dans Le Capital, commence son explication en parlant d'un bourgeois parfaitement honnête, sincère, et qui est une bonne personne. Et il montre que, malgré tout, il provoque de l'exploitation, de l'aliénation, tous les problèmes qui sont liés à la structuration de la société en classe sociale, même en étant de parfaite bonne volonté, en étant parfaitement sincère, en étant vraiment le meilleur bourgeois possible, sera quand même un exploiteur. Il n'y a pas de notion morale. Il faut sortir de cette idée que on a une vision manichéenne des choses. Il faut arrêter de penser que nous, on dit qu'il n'y a que les femmes qui vivent de la violence patriarcale. Non, les hommes aussi. Faut arrêter de penser qu'on dit que les riches sont méchants et que les gentils sont... Voilà, que nous, on est gentils, que le prolétariat, il serait gentil. Hein, non, t'inquiète pas, c'est vraiment pas comme ça. Sinon, on n'aurait pas ouvert de goulag, par exemple. bref, là où j'ai dit plutôt que les woke américains étaient plus cohérents que les woke européens, c'est parce qu'ils ont parfaitement conscience que le capitalisme, c'est précisément ce qui rend possible la mise en place de leurs idées à grande échelle. Il est complètement con. Il se contredit d'une phrase à l'autre. Là, il vient de dire que le féminisme, que du moins la gauche américaine capitaliste serait incohérente parce que voilà, t'as une meuf super riche qui porte une robe avec écrit tag de riche, pour dire 30 secondes après qu'en fait, c'est les anticapitalistes qui sont incohérents. Donc il va falloir se mettre d'accord. C'est quoi? C'est les gauchistes capitalistes ou anticapitalistes qui sont incohérents au bout d'un moment? Mais surtout, ils savent que les outils les plus puissants pour propager leur idéologie, ce sont des purs produits du capitalisme. Netflix, Hollywood, l'industrie du divertissement, du jeu vidéo, des grosses Alors, ils voudraient quoi? Qu'on crée notre société parallèle socialiste pour pouvoir faire notre promotion que... c'est débile. C'est débile. Encore une fois, on n'a pas le choix, on vit dedans. Hein. compagnies comme Meta, Amazon, etc. Tous sont là pour leur servir la soupe. Parce que le Oui, ouais, Jeffrey Bezos, gros gauchiste. Hein. Ça, c'est bien connu. Mark Zuckerberg qui suce la bite de Donald Trump en disant qu'il faudrait remettre de l'agressivité. Énorme gauchiste, bien évidemment. Hein. capitalisme, il s'en C'est pas du tout des gens qui cherchent juste à faire un maximum d'oseille et qui tentent simplement d'optimiser ça. accommode très très bien de ces idéologies-là. Et plus encore, dans l'idée de l'empower Alors oui, effectivement, le capitalisme libéral s'accommode très bien du féminisme libéral, et c'est précisément pour ça qu'on le critique. Enfin, c'est entre autres pour ça qu'on le critique. Ouais, nous, on critique la marchandisation des luttes, le fait de s'approprier une lutte sociale pour vendre des trucs, ça nous casse les couilles, ça nous fait pas plaisir. Donc oui, effectivement, le féminisme libéral, pour nous, c'est un problème. Le féminisme individualiste, pro-capitaliste, c'est effectivement un problème. à l'Amérique. Ce qui, au passage, nous permet... Enfin, c'est pas pour autant qu'on va nier le fait qu'il y a des conditions qui ont été améliorées par, justement, la période industrielle et par le capitalisme. Mais pareil, lui, pareil, ça c'est une pensée qui est très très droitarde. C'est-à-dire que lui, il pense que la révolution industrielle est un produit du capitalisme. C'est une pensée qu'il a fondamentalement. Alors que, désolé, mais il y a eu des gens qui ont fait du progrès industriel dans des pays pas capitalistes. Hein. Ça a été possible. Hein. C'est tout le principe de l'URSS. Un concept cher aux féministes. On a vraiment l'idée de cette femme patronne qui va renoncer à fonder une famille pour se... Non. Quand on est anticapitaliste, on est contre les patrons. Donc, marche pas. Mauvaise analyse. concentrer sur sa carrière de travailleuse, entrepreneuse, etc. Parce que dans la logique C'est vrai qu'à gauche, on est full entrepreneuriat. Hein. C'est vraiment trop notre délire, quoi. capitaliste, la liberté, elle s'obtient grâce au profit. Et c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup plus de respect pour le wokisme à l'américaine que le wokisme à la française, qui lui est vraiment une montagne de contradictions permanentes. Mais non, précisément. C'est le fait d'être à la fois libéral et féministe qui est incohérent. Parce que tu dois remettre en question précisément l'organisation de la société qui provoque l'exploitation des femmes. C'est exactement comme quand on dit que
l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. C'est la même logique qu'il y a derrière. C'est que tu peux pas prendre un truc qui provoque des problèmes et résoudre les problèmes qu'il a lui-même provoqués. Ça marche pas, genre. Parce qu'à chaque fois, lors d'un débat, lorsque quelqu'un pose la question à un trans, ah oui, et si je décide d'être noir alors que je suis blanc, qu'est-ce que vous en pensez? Systématiquement, le trans va dire ah non, ça n'a rien à voir. Alors que bon, Ça n'a rien à voir, ça s'appelle le transracialisme, c'est une Bon, alors ça, on va pas passer 1000 ans à dire que ça n'a effectivement rien à voir. Mais oui, ça n'a absolument rien à voir. Désolé, mais par exemple, un élément important de la race sociale, c'est ton origine. Tout bêtement. C'est de là où tu viens. Et bah, t'auras beau faire tous les efforts du monde, même en travaillant très fort et en prenant des traitements hormonaux, tu pourras jamais être né au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même avoir une certaine histoire familiale. Il y a quand même des éléments qui ne fonctionnent pas, je veux dire. C'est objectivement, c'est ce que je disais. On peut pas parfaitement caler les mêmes logiques de l'un et de l'autre. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous voulez faire ça? Genre, Ouais, donc ça existe quand même, hein, c'est quand même rigolo. Oui, ça existe et c'est des fétichistes souvent. Ou des gens qui sont dans des formes très très avancées d'intégrationnisme. Mais la plupart des blancs qui veulent devenir des racisés, c'est par fétichisme. Je suis pas d'accord, l'islamophobie c'est un racisme et tu peux te convertir. Oui, bah, tu comprends bien quand même que l'islamophobie, les 3/4 du temps, ça sert surtout à parler des arabes et des noirs. Genre, désolé, mais les blancs musulmans vivent beaucoup moins d'islamophobie que les arabes musulmans, en fait, ça marche pas. D'ailleurs, le transracialisme, si on considère la Bon, alors voilà, la partie sur le transracialisme, franchement, on s'en bat les couilles. l'universitaire va lui dire qu'il n'aime pas ce mot de vérité, qu'il est contre ce mot de vérité. Pire encore, il va oui, parce que la vérité, ça n'existe pas. Ah, ça me fatigue. Il faut vraiment revoir les bases de l'épistémologie, mais c'est vraiment des gogoles. Soit c'est des gogoles, soit ils vous prennent pour des gogoles. J'ai arrêté de dire ce mot. Voilà, je trouve que c'est pas ouf. C'est vraiment pas possible. Alors ça, mes amis, c'est précisément ce qu'on appelle une phrase de demi-habile. Vous allez voir, on va encore avoir plein d'occasions de prouver que c'est lui le demi-habile dans l'histoire. Déjà, balancer une phrase pareille, hein, en présentant ça comme une évidence absolue et sans absolument rien justifier et Ça, c'est vrai que c'était mon erreur de l'époque. Je suis d'accord que c'est une take que j'aurais dû approfondir. Et c'est pour ça qu'on va en profiter pour le faire aujourd'hui. surtout venir nous dire la base de l'épistémologie, c'est de dire que la vérité n'existe pas. C'est Oui, la base de l'épistémologie, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on produit de la connaissance. Et donc, partir du principe qu'il n'y a pas de connaissance absolue, et donc pas de vérité absolue. C'est vraiment la base. Et je le sais, j'ai fait des cours d'épistémologie. Alors, il y avait un certain biais dans mes cours d'épistémologie, puisque c'était des cours d'épistémologie en sciences dures, on va dire. Donc nous, on était très focus sur la méthode scientifique. Et comment est-ce que tu fais pour avoir une bonne méthode scientifique? Comment est-ce que tu peux critiquer la méthode scientifique? Comment est-ce que... Genre, vraiment, pour le coup, ça, c'est des cours qui, moi, personnellement, m'ont absolument passionné sur comment est-ce que tu produis de la connaissance, mais pas de la vérité. Tu produis pas de la vérité, tu produis de la connaissance. C'est pas pareil. complètement cinglé. En fait, ce que va nous dire l'épistémologie, c'est certainement pas que la vérité n'existe pas, mais au contraire qu'elle est centrale dans la réflexion. C'est qu'effectivement, elle est extrêmement difficile à définir. Et en vrai, la méthode scientifique s'applique très bien sur les sciences humaines. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment quelque chose que je défends, moi. Genre, encore une fois, moi, à la base, je suis une bandeuse de sociologie, aussi parce que j'ai fait des études d'ingénieur. Et à atteindre. Et si vous voulez, prôner le doute, ce n'est pas nier l'existence de la vérité. Donc, alors, à la limite, sur des questions morales, je veux bien lui J'ai pas dit ça non plus. concéder qu'on pourrait dire que la vérité n'existe pas. Et encore. Mais lorsqu'il s'agit de choses extrêmement factuelles, comme dire que les hommes ne peuvent pas accoucher, non. Parce que factuellement, non. Aucun bébé ne sortira de ta bite de femme. Alors, il a pas l'air d'avoir tout compris. Quand on dit qu'un homme peut accoucher, on parle des hommes trans. Donc en fait, non, aucun bébé ne sortira jamais de ma bite de femme. Par contre, un bébé peut sortir d'un vagin d'homme. C'est ce que je vous dis quand je vous dis qu'il est bête. Il est vraiment bête. Genre, il est vraiment premier degré bête. Il a du pipi dans le cerveau, les gens. Du pipi dans le cerveau. Bref, c'est vraiment du très bas niveau. Je m'attendais pas à Ah voilà, je pense la même chose. grand chose, mais je suis quand même déçu. Alors je fais de mon mieux pour rajouter de la plus-value, essayer de rendre cette vidéo intéressante, mais c'est pas évident. La vérité, c'est compliqué, mon ref. Évidemment que c'est pas un concept. C'est un concept de droite parce qu'il est facile. C'est c'est un concept quasi genre le bien, le mal. Genre il y a la vérité, le mensonge. C'est facile. Aujourd'hui, je dirais plutôt que la droite fait référence au bon sens, plutôt que à la vérité. Mais c'est vrai que les droitards se revendiquent beaucoup du réel, se revendiquent beaucoup de l'analyse concrète, je sais pas quoi, alors que objectivement, ils sont pas du côté des sciences. Ils sont absolument pas du côté des sciences. Donc même si genre tu veux absolument la vérité de je sais pas quoi, c'est pas à droite que tu trouveras tes réponses. C'est pas à droite que tu trouveras genre les épistémologies qui permettent d'avoir les connaissances les plus sûres. C'est justement la base.
Deuxième vidéo. Bon, c'est intense, hein. Et on va couper la vidéo en deux parce que c'est encore long et j'ai encore plein d'autres trucs à dire. Donc on se retrouve demain à midi pour la suite de la vidéo sur Modin Malin. Où il dit encore de sacrées dingueries, tout le monde, vous allez voir. Allez, kiss la zone.